Bonjour, je m'appelle David Simard et je suis étudiant à la maîtrise en ressources renouvelables de l'Université du Québec à Chicoutimi. On entend beaucoup parler de carbone ces dernières années, mais saviez-vous que les sols stockent plus du 3/4 du carbone de la forêt boréale? Les feux de forêt qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en raison du changement climatique sont une menace pour ces stocks de carbone. Dans ce contexte, mon projet de recherche vise à mieux comprendre l'impact des feux sur le sol forestier. Donc, nous voulons vérifier si la sévérité des feux a un impact sur les stocks, sur la stabilité et sur la dynamique du carbone et de l'azote dans les sols de la forêt boréale. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur l'aspect de la stabilité du carbone et de l'azote organique dans le sol selon la sévérité d'un feu. En incubant des échantillons de sol à différentes températures et en mesurant les taux de minéralisation du carbone et de l'azote, nous pouvons évaluer la stabilité de la matière organique, notamment sa sensibilité à la température. À la base, il faut savoir que dans les sols, les micro-organismes jouent un rôle important dans différents cycles biogéochimiques, dont la minéralisation de la matière organique. Ces micro-organismes-là vont dégrader des molécules complexes en des composantes plus simples. Lorsqu'on réhumidifie un échantillon de sol sec, les micro-organismes recommencent à dégrader la matière organique en matière minérale. Le processus de respiration utilise le carbone organique et le transforme en dioxyde de carbone, et l'oxydation de l'azote organique produit de l'ammonium et des nitrates. Pour calculer le taux de minéralisation du carbone et de l'azote organique, on procède à l'incubation d'échantillons de sol réhumidifiés. Le taux de minéralisation est obtenu en mesurant les concentrations en dioxyde de carbone, en ammonium et en nitrate à plusieurs reprises sur une période de 21 jours. En comparant les taux de minéralisation à différentes températures, on peut estimer la sensibilité à la température de ces réactions dans le sol. Cette valeur est appelée le facteur Q10. Plus le facteur Q10 est élevé, plus la vitesse réactionnelle est sensible à l'élévation de la température et moins le carbone et l'azote sont stables dans le sol. Les échantillons de sol utilisés proviennent de carottes des horizons organiques et minérales. Ces carottes ont été séchées à l'air et le sol tamisé à 2 mm. Une fois complété, il est temps d'aller au laboratoire et de commencer l'expérimentation. Notre système d'incubation comprend un pot maçon qui va comporter un septum dans son couvercle. Dans le pot maçon, dans le fond, ce qu'on va retrouver, ça va être 4 petits tubes de plastique qui vont contenir nos échantillons de sol. Dans le fond, sur notre masse totale, chaque petit tube va contenir le 1/4 de cette masse-là. Aussi, le pot maçon va contenir un fond d'eau qui va maintenir l'humidité et réduire les pertes par assèchement. 2 jours avant de commencer nos incubations, on va venir ajuster le niveau d'humidité de nos échantillons de sol à 40 % de leur capacité au champ, ce qui veut dire de leur saturation en eau. On va suivre la masse du 4e tube de quelques-uns de nos pots afin de pouvoir réajuster ce niveau d'humidité-là. Donc, arrivé à la journée pour débuter notre incubation, on va venir ajouter un volume d'eau pour réajuster cette humidité-là. Ensuite, on va ventiler nos pots afin de mettre la concentration en CO2 pareille que celle de l'air ambiant. On ferme le pot et on vient simplement le placer dans l'incubateur à la température désirée. Ainsi, vous êtes prêt à la première semaine d'incubation. Pour mesurer la concentration en CO2 dans nos pots, on utilise un analyseur de gaz infrarouge EGM5 dans notre cas, avec un module d'injection. Lorsque l'instrument est prêt, on va commencer par aller ouvrir la méthode reliée au système d'injection. En appuyant sur
Process. Ensuite, sur Injection. Maintenant, l'instrument va nous demander si on veut commencer la séquence. On va continuer. On devrait voir dans les paramètres que le volume que nous allons injecter va être de 10 ml. Ensuite, l'instrument va nous demander si on veut performer un 0. Dans notre cas, le 0 a déjà été fait en début de séquence. Donc, on peut appuyer sur Non. Et ainsi, la séquence est commencée et on peut se préparer à injecter. Pour effectuer le prélèvement du CO2, on utilise une seringue de 25 ml avec une aiguille. Alors, pour débuter, on prend le pot maçon. On va venir conditionner la seringue en prélevant un minimum de gaz qu'on va rejeter dans l'air. Et ensuite, on va venir homogénéiser l'échantillon en soulevant et en pressant le piston à 5 reprises. Ensuite, on prélève le 10 ml de gaz prévu. On va venir ajuster le volume dans la seringue et simplement venir injecter dans la boucle d'injection, lentement, pour que le seuil de CO2 n'atteigne pas 10 000 ppm. L'analyseur mesure la concentration en CO2 cumulée lors de l'injection. Celle-ci correspond à l'air sous le pic et une fois que l'analyse est complétée, l'analyseur va produire un son et on va pouvoir noter la valeur de CO2 finale. Maintenant que les analyses de carbone sont réglées, on va effectuer les extractions pour effectuer les analyses de l'ammonium, des nitrates et des phosphates. Pour ce faire, on fait une extraction avec une solution de CaCl2 0,01 molaire de nos échantillons de sol qu'on retrouve dans les petits tubes. Alors, pour commencer, on va transférer un maximum de notre échantillon dans le tube Falcon. Ensuite, on va utiliser un volume de notre solution de CaCl2. Le rapport d'extraction va être de 10 ml de cette solution-là pour 1 g d'échantillon. Donc, ce volume est retransféré dans le Falcon et ensuite, on va simplement venir compléter avec le reste. Une fois que la solution a été complètement ajoutée, notre échantillon est prêt pour la prochaine étape, qui va être une étape d'agitation. On va simplement placer nos échantillons dans un bac de plastique. On va venir recouvrir avec le support et placer un élastique par-dessus pour les fixer correctement. Et ensuite, on va seulement agiter durant 30 minutes. Suivant l'étape d'agitation, vient l'étape de filtration, qui va se faire simplement avec un papier filtre Wattmann numéro 2, spécialement fait pour la filtration de ça. Donc, simplement ajouter l'échantillon au filtre. Et le volume final qu'on va récupérer va être un volume de 10 ml qui va être suffisant pour chacune des analyses qu'on doit réaliser. L'analyse des nitrates, de l'ammonium et des phosphates va se faire avec un analyseur séquentiel Gallery Plus par des méthodes colorimétriques. Maintenant, nous allons quantifier l'ammonium, les nitrates et les phosphates dans les extraits de sol. L'analyseur séquentiel mélange une portion de l'échantillon avec des réactifs pour produire un complexe coloré. C'est à partir de l'absorbance de la solution colorée que la concentration sera établie. Avant de réaliser les analyses, il faut commencer par réaliser les calibrations. À chaque fois, il y a une méthode de calibration pour de faibles concentrations, mais aussi pour des concentrations plus élevées. Alors, une fois sélectionné, il faut seulement aller appuyer sur « Calibrer ». Une fois les calibrations terminées et acceptées, on peut désormais préparer une séquence d'analyse. On commence par ajouter les échantillons dans des cuvettes de 2 ml qu'on va placer dans le support prévu à cet effet. On va nommer les échantillons sous la forme de série.
ajouter les analyses à effectuer et assigner les échantillons à un support d'analyse. Donc, seulement sélectionner le bon rack, aller dans les échantillons, et ajouter les bons. Ensuite, on place le support dans l'instrument et on démarre les analyses dans le menu principal. Ensuite, on exporte les résultats en appuyant sur tous les résultats dans le fichier. Et ce sont ces données qui vont servir à calculer les taux de minéralisation en analysant le changement des concentrations au cours de la durée de l'incubation. Comme nous avons incubé nos échantillons à différentes températures, il sera possible de calculer un facteur de sensibilité à la température Q10. C'est ce qui conclut cette vidéo, en espérant que cette méthode vous aidera dans vos analyses.